Suite de nos échanges à l'occasion de ces rendez-vous du Club Mobilité, nous allons maintenant croiser des regards entre deux entreprises et un expert. Et vous pourrez naturellement aussi apporter votre propre expérience, poser des questions lors du temps d'échange tout à l'heure. Deux entreprises qui ont des enjeux identiques, aller vers des mobilités plus durables, mais dans des contextes et avec des publics différents. Je vous présente nos intervenants. Je commence par Bénédicte Engrand, responsable RH de l'agence nantaise de Norcis, qui est une entreprise de services numériques, reconnue société à mission. Norcis compte une centaine de collaborateurs, dont 40 à Nantes. La moyenne d'âge est de 36 ans. Autre entreprise, de l'autre côté, si je puis dire, Claire Camps, vous êtes chef de projet à la Maison de l'innovation du groupe La Poste. La Poste qui est également reconnue société à mission, fortement engagée dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit pour ses activités logistiques, bien connues pour La Poste, comme pour les déplacements domicile-travail de ses collaborateurs. Alors sur Nantes, c'est 1 millier de collaborateurs, moyenne d'âge un petit peu plus haute, on va dire 50 ans. Et puis avec nous également l'expert Frédéric Martinez, chargé de recherche, responsable d'équipe DCM pour dynamique des changements de mobilité à l'université Gustave Eiffel. L'université Gustave Eiffel regroupe plusieurs universités et grandes écoles. Elle est spécialisée dans l'étude des villes et des processus d'urbanisation, donc notamment pour ce qui concerne les mobilités. Alors parlons un peu déjà de la sensibilité des équipes de ces différentes entreprises. Claire Camps, vous avez le micro, donc pour le groupe La Poste. Il y a déjà, quand même, vous ne partez pas de rien, il y a déjà une forte sensibilité au sein de La Poste sur ces questions des mobilités douces. Bonjour à tous. Merci à Nantes Métropole et à la Sémitane de me donner l'occasion de témoigner, alors en toute humilité, parce que vous verrez que nous sommes travaux en cours, et donc je ne pourrai pas témoigner de résultats, mais simplement des actions proposées. Alors effectivement, comme l'a précisé Jean-Louis tout à l'heure, nous sommes entreprise à mission avec donc de forts enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et dans notre cœur de métier de distribution et de logistique, au niveau du groupe en général, et puis localement sur Nantes, on peut dire que un des tout premiers plans de déplacement entreprise qui a été signé était avec une des entités du groupe présente dans le centre-ville. Moi, je suis là cet après-midi pour parler d'un projet plus précis qui s'appelle la Maison de l'Innovation, qui accueillera d'ici 2024 1000 salariés, parce qu'on a un peu plus de 1000 salariés à la Poste sur Nantes, mais là, on a 1000 salariés de la filière informatique qui rejoindront cette Maison de l'Innovation où nous avons fait le choix de ne pas construire de parking et de proposer à nos collaborateurs de venir avec des déplacements doux ou des transports en commun, ou en tout cas autre chose que la voiture. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais déjà, les mobilités douces, chez vous, ça existe. Exactement. Et du coup, c'est exactement ce que je voulais préciser. Merci Jean-Louis. C'est qu'on a actuellement déjà dans les usages, suivant nos sites, entre 13 et 30% des collaborateurs qui se déplacent à vélo. On a, suivant nos sites, entre 20 et 45% des collaborateurs qui se déplacent en transport en commun. Et donc, ça laisse quand même une grande part encore aujourd'hui à la voiture. Et donc, voilà, c'est ces derniers pourcentages-là qu'il nous faut aller chercher aujourd'hui. Mais c'est déjà nettement plus que la moyenne des Nantais. On est déjà nettement au-dessus. Tout à fait. Bénédicte Engrand, pour Narcisse, alors c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise, cette question des mobilités douces. Oui, c'est ça. En fait, Norcis est une perma-entreprise donc qui vise à régénérer les ressources et qui adresse 3 piliers éthiques, qui est le soin des humains, la protection de la planète et de la biodiversité, et le fait de se fixer des limites et de redistribuer les richesses. Donc, le fait d'adresser les questions de mobilité douce peut répondre à ces enjeux. Comment est-ce que les collaborateurs s'approprient ces sujets-là? Il ne faut pas que ce soit uniquement porté par la direction, mais à titre d'exemple, nous avons une communauté qui s'appelle les Greenmakers et 10 collaborateurs sur les 40 de Nantes ont travaillé sur comment réduire le bilan carbone de l'agence en 2022. Donc voilà, on a déjà une direction et des collaborateurs qui sont embarqués sur ces sujets. Les Greenmakers sont en quelque sorte des ambassadeurs. Oui, exactement, on pourra y revenir tout à l'heure sur les actions, mais il y a vraiment une force du collectif. Alors cela dit, il y a des freins, tout de même chez vous, il y a des freins des collaborateurs, vous les avez identifiés évidemment. Quels sont-ils ? Alors,
on ne peut pas lutter contre un certain confort et des usages qui sont ancrés, même si l'entreprise fournit des aides et des incitations et une certaine mode. On reste sur des contraintes personnelles, sur des usages de confort, de météo. Voilà, ça c'est clairement un frein. Et donc nous, on est aussi sur une entreprise qui est distribuée. Nos collaborateurs sont pas uniquement dans nos locaux, mais aussi chez des clients. Et donc, par exemple, sur les questions de covoiturage, on peut promouvoir Covoitan, mais on ne peut pas faire quelque chose d'interne chez nous. Voilà. Claire Camps, à la Poste, vous avez aussi identifié quelques freins. Oui, bien sûr. Alors, sur un des sites, parce que les 1000 collaborateurs dont je parlais, qui vont rejoindre la Maison de l'Innovation, travaillent actuellement sur 3 sites. Et sur ces 3 sites, il y en a un qui dispose de nombreuses places de stationnement pour les voitures. Et donc, c'est vrai que c'est une solution facile et pratique pour nos collaborateurs qui, en plus, ont construit, aménagé leur vie à proximité de ce site, ou en tout cas au nord de Nantes, à l'occurrence. Donc, effectivement, on parlera, je crois, tout à l'heure de changement de comportement, et là c'est vraiment la force de l'habitude et le côté pratique qui a pris le dessus. Nos collaborateurs, ils ont évidemment, comme nous tous, une vie avant le travail et une vie après le travail, que ce soit dans le contexte familial, de s'occuper des enfants, une activité extra-professionnelle. Et forcément, la voiture peut répondre, peut être pratique, et donc c'est un des freins effectivement qu'on peut nous opposer. Et donc il faut en tenir compte. On a finalement, quand on écoute nos collaborateurs, certains qui habitent loin de Nantes, qui peut-être dans des communes où il n'y a pas de gare, pas de réseau de cars, et qui ont besoin de leur voiture pour rejoindre la ville. Et en fait, quand ils rejoignent le périphérique, on va dire c'est là où la nécessité d'accompagnement commence pour nous, parce qu'on ne peut pas les priver de la voiture sur le premier temps de trajet. Nous, notre rôle dans l'accompagnement, eh bien, c'est de les amener jusqu'à la Maison de l'Innovation sur le dernier kilomètre. Alors, nous avons parlé des freins. Il y a aussi évidemment les motivations des collaborateurs. Qu'est-ce qui motive principalement les salariés chez Norcis sur ces questions des mobilités durables ? Alors, le fait qu'on soit perma-entreprise, c'est vrai qu'on attire dans une partie de nos recrutements, c'est des personnes qui sont déjà intéressées par ces sujets-là, de réduire son emprise sur l'environnement, mais aussi d'améliorer des conditions sociales pour réduire les injustices sociales, par exemple. Donc, on a des collaborateurs qui vont déjà avoir envie d'avoir cet impact et donc de pouvoir passer le pas, de transformer ses comportements et de peut-être grignoter un petit peu sur son confort pour changer de comportement. Voilà, ça c'est une première motivation. Et après, on a aussi des incitations financières qui rentrent dans le forfait mobilité durable. Mais j'ai interrogé les collaborateurs pour préparer cette séquence. On m'a répondu que ce n'était pas le fait d'avoir une incitation financière qui faisait passer à la pratique du vélo. C'est plutôt le fait que ce soit culturel dans l'entreprise. On a déjà du monde qui pratique le vélo. C'est un sujet dont on parle à table. On voit qu'on arrive avec sa cape de pluie en plein hiver. Voilà. Et c'est un sujet qui fait partie de la vie du quotidien. Et en fait, c'est d'abord ça qui compte avant même l'incitation financière. C'est de voir, ah tiens, en fait, ils sont capables de le faire, je vais peut-être moi aussi être capable, et c'est en ça qu'il y a une grosse force du collectif. Et il y a une notion d'exemplarité donc, qui joue de manière très importante. Oui, c'est vrai que le fait de soi-même venir à vélo, ça peut donner une certaine image. Et je pense par exemple au directeur d'agence de Paris, qui est aussi directeur d'agence de Sophia Antipolis. On a interdit l'avion pour des déplacements où il y a un équivalent de moins de 6 heures. Et bien lui, qui est directeur d'agence, il s'y conforme, il prend le train alors que ça lui prend beaucoup plus de temps que l'avion. Mais voilà, c'est la force de l'exemplarité aussi. Cela dit,
on peut facilement travailler dans le train, ce qui est beaucoup moins facile en plus dans l'avion. Donc il doit y gagner aussi un peu au passage. Claire Camps, les motivations au sein de la Poste, quelles sont-elles? Alors, nous avons conduit une enquête l'année dernière sur le sujet de la mobilité, enquête à laquelle à peu près 60% des collaborateurs, donc des 1000 collaborateurs ont répondu. Et en fait, entre autres questions, on leur demandait finalement quel était leur degré de satisfaction par rapport aux moyens de transport qu'ils utilisaient à ce moment-là. Et alors, le cycliste et l'utilisateur des transports en commun sont les plus heureux de nos collaborateurs. Et en fait, ils attribuent une note qui va jusqu'à 4,5 en moyenne pour le cycliste, autour de 4 pour le transport en commun, quand l'automobiliste, lui, est à 2,5 en degré de satisfaction. En fait, quand on est sur le « mais pourquoi ?» Qu'est-ce qui vous apporte cette satisfaction? Sur les transports en commun et le vélo, et donc là on parle des motivations, hein, on est sur la ponctualité, on est sur le fait qu'on minimise ses impacts sur l'environnement, on est également sur le fait qu'on réalise des économies par rapport au transport en voiture. Et plus spécifiquement pour le cycliste, on va avoir des arguments autour de la pratique du sport ou de la connexion avec la nature. En tout cas, l'argument impact sur la RSE, c'est vraiment un argument qui est prégnant chez nos collaborateurs. On a cette sensibilité-là, c'est une chance. Donc on peut s'appuyer sur cette motivation-là, effectivement, pour agir. Moi, ce qui est important, et pour l'équipe qui travaille, donc il y a notamment Pascal et Maëva qui sont présents, je crois, cet après-midi, qui travaillent sur ce sujet, c'est de passer de la contrainte, il n'y a pas de parking, à qu'est-ce qui m'enthousiasme et qu'est-ce que le nouveau moyen de mobilité que je vais choisir m'apportera. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on a des freins, comme on l'a vu tout à l'heure, et des motivations collectives, mais aussi individuelles. Et c'est chacun, finalement, qui va aller choisir en fonction de sa motivation, de son contexte familial. Est-ce que j'aime le sport ou pas le sport? Est-ce que j'ai peur à vélo ou pas? Est-ce que voilà, j'ai besoin d'être au calme ou en collectif? Et là, voilà, ça appartient vraiment à chacun. Pour enrichir notre réflexion, notre démarche autour de cette question des mobilités durables, il est temps d'avoir quelques apports théoriques. Je me tourne donc vers le chercheur avec une petite introduction au changement de comportement. Frédéric Martinez, vous avez la télécommande et c'est à vous pour quelques minutes justement d'approche psychosociale sur le changement de comportement. Merci. Voilà. Tout d'abord, je représente une approche, c'est une approche de psychosocial. D'autres personnes travaillent sur les changements de comportement. C'est avant tout aussi une approche qui dit que le comportement n'est pas dû qu'à la personne, mais est une interaction entre la personne et l'environnement. Voilà pourquoi il est intéressant de mettre en avant des contextes facilitateurs de changement de comportement, parce qu'on ne va pas changer les personnes, mais on va mettre en place des contextes qui vont faciliter les comportements. En fait, on pourrait résumer ça pour l'influence du contexte sur la décision. C'est-à-dire l'idée, c'est de voir quels sont les contextes qui pourraient nous amener à changer les comportements avec ce qu'on appelle un regard ternaire, c'est-à-dire l'individu, le contexte et la mobilité. Et c'est cette idée que les préférences, alors elles sont ancrées dans un quotidien, ce qui est difficile avec mobilité de les changer, mais elles peuvent être aussi développées au cours du processus des décisions. En fait, des facteurs d'influence, alors évidemment, un grand résumé, on peut les mettre sur 3 pôles. Il y en a un qui est vraiment important, qui s'appelle le contrôle, c'est-à-dire ce sentiment de se sentir capable de venir en vélo, de pouvoir venir en transport en commun ou en vélo. Alors là, on va travailler à ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire et c'est là où c'est très bien d'organiser des journées de vélo, des journées d'accompagnement, de se faire accompagner en pépère, parce que quelque chose qu'on a déjà fait une fois, on se sent plus capable de le faire une seconde fois. Ça, c'est un grand pôle qui s'appelle le contrôle. L'autre grand pôle s'appelle l'influence sociale. Elle peut aider aussi sur le contrôle, puisqu'en fait, on n'apprend pas uniquement en faisant des choses, on apprend aussi en regardant les autres, ce qu'on appelle des modèles. Si l'autre l'a fait, c'est que moi aussi, je suis capable de le faire. Alors, parfois, c'est bien de jouer sur le ressort de la compétition entre individus. Pas tout le temps, mais parfois, si. Sur l'influence sociale, il y a aussi la pensée sociale, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce qu'on pense de nous. Donc, sans rentrer dans l'idée qu'on est des moutons de Panurge, qu'on va faire pareil que les autres, on vit en société. Donc, comment on sait si on a raison ? On sait si on a raison, si ce qu'on pense est partagé par les autres. Donc la norme sociale, la pensée sociale est un moteur aussi également de changement. Et enfin, il faut travailler sur ce qu'on appelle l'utilité, c'est-à-dire pourquoi je vais faire ça,
quelles conséquences. Et c'est là que dans la mobilité, on peut se poser de la question, que mettre en avant? Est-ce qu'il faut mettre en avant le changement climatique, la santé, la pollution de l'air? Et en fait, comme l'ont dit mes collègues, tout ça dépend en fait du moment. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement de comportement, ce n'est pas on ou off. C'est un changement par étape qualitative qu'on doit passer avant d'installer le comportement. C'est pour ça qu'on a parlé d'incitation financière, on a parlé de sport, on a parlé de santé. Donc vous avez fait beaucoup de choses. Ce que je pourrais simplement vous aider, c'est de situer ça dans un processus. Voilà. Au début, c'est ce qu'on appelle l'initiation. On va décristalliser l'habitude. C'est-à-dire qu'on a une habitude, on va passer à rien, on va penser qu'à l'habitude. L'habitude va envahir ce qu'on appelle le champ psychologique. On ne réfléchit pas. On s'en va en voiture parce qu'on l'a toujours fait. Ici, il faut arriver à motiver les gens pour quelque chose de plus proche, plus concret, comme les risques sur la santé. Les incitations financières sont bien là. Alors les incitations financières, c'est bien, mais quand ça disparaît, le comportement disparaît après. Donc ce n'est pas suffisant, mais ça peut permettre d'enclencher un comportement. Donc ça peut permettre de faire une alerte, une motivation. Et dans cette étape, nous conseillons plutôt d'ancrer le changement dans le quotidien de la personne. Qu'est-ce que ça lui reparte immédiatement? Pas parler d'emblée de changement climatique. Parler effectivement de santé, par exemple. Ensuite, il y a le passage à l'acte. Donc là, c'est là où c'est très bien de créer des journées vélo, des journées gratuité du transport en commun, des journées covoiturage, pour montrer aux gens, vous pouvez le faire. Et comme je vous l'ai dit, ce qui va être super intéressant après, c'est qu'une fois qu'ils l'ont fait, eh bien, ils vont pouvoir le refaire, parce qu'ils vont se sentir capables de le faire. Ensuite vient une phase qu'il ne faut surtout pas dévaloriser, c'est le maintien. Parce que quand on change de comportement, après, il y a des coûts. Et ces coûts-là vont nous faire revenir sur la première chose. Et c'est là où on peut parler de changement climatique, c'est là où on peut parler de reconnaissance, de valorisation sociale, du rôle des pairs, c'est là où tout se maintient du comportement. Et après, eh bien, on a gagné, on a une nouvelle habitude de transport modal, et puis voilà. Donc en gros, si on peut résumer, il faut d'abord commencer par des conséquences très proches de l'individu, pour monter ce que nous on appelle en psychologie des niveaux de construit, pour que l'action prenne de plus en plus de signification en termes global et local. Mais au début, on change pour soi et on maintient ce changement pour les autres. Voilà comment je résumerai. Claire Camps, Frédéric Martinez nous parlait du rôle des pairs. Il y a aussi les ambassadeurs qui jouent un rôle important. Vous en avez à la Poste ? Alors, on a effectivement des ambassadeurs qu'on appelle relais de proximité chez nous sur l'ensemble du projet. Et puis, plus spécifiquement, effectivement, sur la question de la mobilité, on s'appuie sur des vélotaffeurs. Tout à l'heure, le terme a été utilisé, qu'on a formé à la formation de coach vélo. Ils sont formés. Ça, c'est important Voilà. à souligner. On ne s'improvise pas comme ça. Alors, ce qui est intéressant à regarder je parlais du vélo tout à l'heure et de la forte satisfaction des cyclistes. Ceux en revanche qui n'ont pas encore franchi le pas du vélo, le seul argument qu'ils évoquent avant même les conditions climatiques, c'est la sécurité. Et ça nous paraissait effectivement important de pouvoir s'appuyer sur un réseau de coachs formé par une association locale qui s'appelle Place au vélo et qui donne quelques clés vraiment intéressantes qu'on ne sait pas toujours soi-même d'ailleurs et qu'il est important de transmettre aux autres. Et pour la sensibilisation au vélo, alors on parle vélo comme vélo assistance électrique, des deux. Alors là, il y a une multiplicité d'actions là chez vous. Alors je crains de ne pas cocher toutes les cases de Frédéric sur l'accompagnement au changement, mais quand même, effectivement, on a mené un certain nombre d'actions. On a commencé par la communication, c'est vraiment le pilier, j'ai envie de dire. On communique très régulièrement sur le sujet des mobilités douces, pas que le vélo, le transport en commun, la marche à pied, les nouveaux engins de locomotion aussi. L'expérimentation aussi, nous avons mis à disposition 5 biclous à nos salariés qui sont le loisir d'utiliser en libre service pour s'essayer. Et là, on a eu l'opportunité également de s'inscrire dans le dispositif Goodwatt, qui a d'ailleurs un stand dans la pièce à côté, qui permet à 20 de nos salariés de tester pendant 6 semaines un vélo électrique qu'ils ont vraiment pour eux, semaine et week-end, pour vraiment s'approprier cet engin-là. On a aussi pour les transports en commun, de temps en temps, des tickets que l'on offre aux collaborateurs pour qu'ils puissent même tester un parcours transport en commun. Donc la formation, on en a parlé. Vous parliez d'ambassadeurs, on s'appuie aussi beaucoup sur les témoignages.
je parlais du site avec parking, mais on a aussi 2 sites qui n'ont déjà plus de parking, et donc on s'appuie aussi sur les collaborateurs qui travaillent dans ces sites-là pour qu'ils témoignent auprès de leurs collègues sur voilà, leur mode de transport quotidien, puisque en plus l'un de ces sites est situé là où nous aurons la maison de l'innovation demain. Dernier point que je voudrais souligner sur les actions, c'est qu'effectivement on a parlé de la sensibilisation à l'environnement, à l'impact sur le dérèglement climatique. On va organiser au mois de juin une conférence avec donc une personne qui s'appelle Christelle Molette et qui fait intervenir Walter Bouvet au sein de Openland pour justement sensibiliser les collaborateurs au sujet du déplacement dans la ville de demain. Et dans la foulée, on va avoir 2 temps, un temps d'écoute pour comprendre les collaborateurs qui auraient du mal à se projeter sur leur nouveau mode de transport, et un 3e temps de co-construction avec les partenaires de l'écosystème nantais pour que chacun puisse trouver sa propre solution. Et moi, ma conviction, et je terminerai là-dessus, avant que vous me disiez que je prends trop de temps, mais je suis bavarde, c'est que c'est un sujet qui se traite vraiment en collectif. Et je pense que nous, entreprises, il faut que nous puissions nous appuyer sur le réseau et sur l'écosystème très riche que nous avons sur Nantes. Effectivement, Nantes Métropole, la Sémitane, Biclou, enfin je vais en oublier certainement. Et puis les DRO dont on parlait, moi m'ont inspiré par exemple sur Goodwatt et pour la conférence dont je parlais tout à l'heure. Et dans tout ce contexte-là, moi je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le collaborateur a ses propres freins, ses propres motivations, lui-même il doit trouver sa solution de mobilité ou sa multimodalité. Et sa multimodalité du mardi sera peut-être pas sa multimodalité du jeudi, en fait. Voilà. Et ça, c'est une conviction forte d'aller sur du sur-mesure pour chacun. Et c'est là où l'entreprise accompagne justement en permettant déjà de comprendre tout ce qui existe et d'inciter justement à essayer. Bénédicte Engrand, à Norcis, alors vous avez évoqué l'interdiction de certains modes de mobilité, vous faisiez référence à l'avion, ce n'est pas la seule action mise en place. Alors si on continue sur la question du vélo, effectivement, et sur la question des ambassadeurs, je rejoins Claire sur le fait que il ne faut pas brusquer le fait d'accompagner et de passer des messages va pouvoir aider à changer de mode de mobilité. Mais un collaborateur qui est très bien dans sa voiture et à qui on va donner des messages trop fréquents, ça va peut-être brusquer un peu trop. Voilà, donc il y a aussi une question de douceur à apprendre. Il n'est pas que la mobilité qui doit être douce, la communication doit l'être aussi. Voilà, exactement, c'est bien résumé. Donc sur des actions d'accompagnement doux qu'on peut faire, ça peut venir aussi des propres collaborateurs. Donc on parlait de GeoVélo tout à l'heure. J'ai l'exemple de binômes qui ont été faits avec un collaborateur qui voulait identifier un chemin sécurisé pour aller travailler et de regarder GeoVélo avec quelqu'un qui s'y connaît bien pour identifier le bon trajet. Ça peut être des collaborateurs qui proposent au mois de juin une soirée de réparation de vélo, de comment est-ce que je répare mes freins, je change mon pneu crevé. Voilà, donc ça c'est aussi des initiatives qui viennent des collaborateurs. Et qui ne sont pas compliquées en plus. Il faut toujours penser à la simplicité, à faciliter la chose. Oui, tout à l'heure, Laurence parlait des DRO et disait que plus c'est simple, mieux c'est. Voilà, ça lève les freins. Il y a la question des infrastructures aussi, qui n'est vraiment pas à négliger, notamment d'avoir un garage sécurisé, fermé. On sait qu'à Nantes, les vols de vélo, c'est le sport national. Avoir des douches pour ceux qui viennent de loin. Et avoir aussi un kit de réparation au bureau si jamais j'arrive avec un pneu crevé. Voilà, ça c'est des infrastructures qui ne sont pas à négliger. Dans les autres outils, il y a aussi le fait de ne pas se déplacer. Donc d'inciter aussi à travailler de chez soi. Oui, le télétravail, clairement, nous on a vu la différence. On a divisé par 4 l'impact CO2. Alors effectivement, il y a les questions de santé aussi. Le CO2, c'est pas le seul sujet. Entre 2018 et 2021, on a divisé par 4 notre impact. Le télétravail, c'est un gros levier. Sans compter la hausse de productivité, le temps familial
supplémentaire. Voilà, c'est gagnant pour tout le monde. Mais c'est un télétravail très souple chez vous, hein. Oui, alors C'est important à souligner aussi. ça va dépendre aussi de nos clients. On ne va pas faire n'importe quoi en fonction de ce que souhaitent nos clients, bien sûr, mais on prône jusqu'à 3 jours de télétravail pour garder quand même un certain lien. Voilà, ça peut aussi être adaptable en fonction des semaines et en fonction des clients pour le respect des organisations de chacun. Dans la communication, vous avez aussi une dimension ludique qui est importante. Pourquoi ? Oui, alors c'est vrai qu'on aime bien jouer chez Norcis, parler de choses sérieuses en rigolant. Donc on a par exemple, quand on a communiqué sur le télétravail ou sur un outil qu'on a lancé, on utilise des petites bandes dessinées. Et c'est vrai que c'est des outils qui font sourire et qui aident à la communication aussi. On peut les afficher. Donc le côté ludique n'est pas à négliger dans la communication. Vous avez aussi des outils très sérieux, même si le ludique est souvent sérieux à la base. Voilà, on a un outil qu'on a appelé le CRAB, le compte rendu d'activité et de bilan carbone. Donc voilà, encore des choses drôles en parlant de choses sérieuses. Et donc c'est un outil qui nous permet pour chaque collaborateur de pouvoir déclarer sur telle journée je suis venu avec tel mode de transport et donc j'ai dépensé tant sur le mois. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord de comparer, de se dire là aujourd'hui je suis venu en voiture, ça m'a dépensé tant, et aujourd'hui je suis venu en vélo ou en tram et j'ai dépensé tant. Donc déjà en termes de conscientisation, j'ai plusieurs collaborateurs qui se sont dit waouh, ah ouais, je vais peut-être faire l'effort de changer, de faire un peu plus. Voilà, donc ça permet d'adapter un peu le mode de transport, et pour l'entreprise ça nous permet aussi d'avoir un suivi plus fin alors c'est pas du tout du contrôle, hein. On va pas du tout regarder qui est venu quand, voilà, je pense que ce serait d'ailleurs interdit par la RGPD, mais c'est pas ça serait pas productif de toute façon. Non, c'est à usage collectif plus qu'à usage individuel pour nous. Claire Camps, à la Poste aussi, il y a beaucoup d'outils que vous utilisez, notamment un diagnostic sur la perception et les usages. Alors c'est l'étude à laquelle je faisais effectivement référence tout à l'heure, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui motive finalement le collaborateur dans l'usage de tel ou tel transport. Ce qu'on a aussi, alors c'est vrai que l'approche par le jeu, moi m'intéresse beaucoup. J'ai vu qu'il y avait justement un stand sur le sujet et je pense que ça peut être un bon moyen justement peut-être de stimuler. Après nous on s'inscrit dans les défis chaque année, depuis plusieurs années, dans les défis mobilité, dont le prochain au mois de mai. L'année dernière, on est arrivé 3e sur le podium parmi les entreprises de plus de 500 salariés. Et je pense que les collaborateurs aiment bien ce côté challenge, non seulement entre eux, mais aussi quand en plus c'est entre entreprises, c'est toujours plus stimulant. La communication est toujours très importante, il faut toujours expliquer, informer, rappeler, sans être évidemment donneur de leçons, mais il faut rappeler en permanence. Il ne faut pas se dire ça y est, c'est acquis, c'est bon, tout le monde est au courant. C'est du long terme et c'est vrai que nous on essaye de ne pas brusquer, mais on est quand même très présent. On a effectivement nous une newsletter qu'on communique à nos collaborateurs sur l'ensemble du projet, et c'est un objectif fort sur chacune de ces newsletters qui est au moins un article, un sujet, une actualité qui concerne ce qu'on réalise sur les déplacements domicile-travail. Et c'est ce qu'on dit, c'est que la pédagogie, voilà. C'est l'art de la répétition. Exactement, et on s'en prive pas. Alors, en revenant sur le déménagement en 2024, ça va être un grand moment. Alors, il y a un challenge formidable quand même, parce que vous aurez 1 millier de collaborateurs sur le site. Et au niveau parking, on va faire comment ? Alors, 1000 collaborateurs, c'est effectivement l'effectif global de notre future maison de l'innovation. On est, comme Bénédicte chez Norcis, on a du télétravail 2 jours par semaine, donc on n'aura jamais 1000 personnes en même temps, ça c'est un premier point. Ensuite, on a effectivement un parking vélo très important, et on est alors audacieux, mais quand même, on essaye d'être lucide, et l'emplacement que l'on a nous permet aussi de viser ce zéro parking, puisqu'on est situé
situé à proximité de la gare, proche d'un arrêt du C4 et du C5, donc bien desservi par les pistes cyclables également. Après, quand on dit 0 place de parking, évidemment, on a des places de parking pour nos collaborateurs à mobilité réduite, c'est une évidence. On a des collaborateurs qui travaillent en H24, on leur réserve également sur place. Donc, mais en fait, on a tellement peu de places de parking qu'on préfère dire aucune et gérer ensuite les exceptions. C'est perçu comment aujourd'hui? Parce que ça va arriver vite, hein. C'est quoi, 2024, c'est ça? 2024, il nous reste un peu moins de 2 ans pour cet accompagnement. On a des raisons d'être confiants. On a des collaborateurs, on est vraiment dans le sujet de la conduite du changement qui, au début, parce que c'est un projet qui arrive dans moins de 2 ans, mais qu'on a lancé il y a quelques années en arrière et qui, au début, nous demandait pourquoi. Et on était vraiment, mais pourquoi? Et aujourd'hui, on voit que les questions, quand on a des échanges avec eux, basculent sur le comment. Et le réseau, il est comment? Et là, on se dit, waouh, s'il faut qu'on les accompagne sur le comment, il y a quand même une belle étape qui a été franchie. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne dis pas que c'est acquis, parce que pour des collaborateurs, on sait que ça va être compliqué. Parce qu'on est conscient que, compte tenu de leur lieu d'habitation, ils ont besoin de leur voiture pour venir travailler. Il faut qu'on arrive, encore une fois, à les accompagner sur ce qu'on appelle chez nous le dernier kilomètre. Frédéric Martinez, un commentaire sur tout ce qui nous a été dit? C'est très bien, en fait, tout est très bien, mais remet en place effectivement ce qu'on mettait. Après, sur le pourquoi et le comment, c'est aussi ce qu'on appelle la représentation, c'est-à-dire que quand c'est loin, on se pose la question de pourquoi, et quand c'est près, on se pose la question de comment. C'est une théorie de niveau de représentation. Mais je pense qu'on a fait vraiment le tour avec tous ces essais, que ce soit des ambassadeurs, que ce soit le fait d'ancrer dans un quotidien sans vraiment insister. Enfin, il y a quelque chose aussi que vous avez parlé, c'est ce qu'on appelle la réactance, hein. C'est-à-dire cette idée, c'est un mot compliqué pour savoir tout ce qu'on a fait. Si on vous interdit de faire quelque chose, vous allez avoir envie de le faire, quoi. Donc c'est aussi clair que ça. C'est un mot compliqué qui veut dire ça. Donc c'est ce qu'on appelle le changement en douceur. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de donner les conditions de changement. Donc ce que vous avez fait, c'est-à-dire les conditions de changement, et puis mettre là où on peut changer. Et ensuite, effectivement, plus loin, mettre des ambassadeurs, mettre du sens dans tout ça, une signification, quoi. Mais pas aller trop vite dans la signification. Au d'abord, penser que quelqu'un, on peut aussi changer pour l'intérêt personnel, même pour une cause altruiste. Mais commencer avec un intérêt personnel et petit à petit, montons un niveau de signification en disant c'est pour les autres. Et là, il y a les ambassadeurs et il y a la valorisation sociale. Et penser également à valoriser. Alors ça peut paraître très psychologie positive, hein, peut-être que je suis positif, mais la valorisation est quelque chose qui est un levier beaucoup, beaucoup plus important que la culpabilisation. Et la culpabilisation entraîne des retraits sur soi. J'en vois 2 qui notent, hein. Pas les seuls, mais bon, il y en a 2 qui notent. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'en fait, ce sont les raisons égocentriques les meilleures? Alors, c'est un processus. Alors après, on est en sciences humaines et sociales, on a des modèles. Les raisons égocentriques sont les meilleures au début et les raisons altruistes sont les meilleures à la fin. Donc les deux, on a besoin des deux. Parce qu'après, c'est ça aussi. Si moi je change mais que l'autre ne change pas, vous avez eu ces discours-là, mais moi je ne pollue pas beaucoup, regarde les marées noires, regarde les stations d'essence, moi je ne pollue pas. Donc en fait, quand on culpabilise, il y a une espèce de compétition en disant, après tout, mon empreinte. Donc en fait, il faut aller chercher autre chose, effectivement, comme la santé et des raisons égocentriques. Donc en fait, les deux ont besoin, mais dans un certain processus. Il faut toujours se placer dans la perspective des collaborateurs, c'est-à-dire partir de leur situation, vers quoi on les amène, et pas essayer d'imposer verticalement de haut en bas. Alors, ce qui est compliqué, et c'est vrai, c'est que il n'y a pas une solution miracle, il y a un processus, donc il y a une dynamique du changement, mais qui doit être adapté. Par exemple, les insertions sociales sont importantes à prendre en compte. Les gens qui sont dans des conditions aisées, qui sont capables de se projeter dans le futur, ils vont être armés pour avoir ces changements climatiques, ces risques dans 10 ans, ces risques dans 20 ans. Des gens qui sont dans des situations beaucoup plus défavorisées, qui sont dans une précarité. Et attention, on ne parle pas qu'une précarité économique, hein. On peut parler aussi d'une précarité sociale, c'est-à-dire être isolé, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de gens sur qui compter. C'est des gens qui sont enfermés dans un présent.
Et ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la planète, c'est parce qu'ils ne sont pas en capacité, et ça il faut bien le comprendre, en capacité de recevoir des arguments futurs. Donc au début, encore plus pour ces gens, parler de présent. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la planète, c'est parce que les conditions socio-économiques, que ça soit économique ou que ça soit social, les enferment dans une immédiateté et en fait ne peuvent recevoir que des arguments immédiats et pas futurs. Puis ce qui emprisonne aussi beaucoup, c'est l'image de la voiture, qui reste encore aujourd'hui très positive. Il suffit d'allumer la télé, de voir toutes les pubs qu'on a pour des voitures, c'est toujours montré de manière très positive. Alors maintenant, elles sont toutes électriques, donc c'est formidable, mais ça reste quand même présenté de la même façon. On a déjà dit ce que c'était les voitures électriques, on va passer sur les voitures électriques. Mais évidemment, j'allais dire c'est David contre Goliath. Vous pouvez faire des discours, n'importe qui allume la télé voit, et encore les voitures électriques, ils font 300 tonnes, donc je ne sais pas quelle motorification. Donc évidemment, on se bat contre aussi une pensée sociale. Cette pensée sociale, elle est autant constituante que constituée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias se nourrissent de la pensée sociale et que les médias nourrissent la pensée sociale. Et force est de constater que effectivement, les discours autour de la voiture sont encore symboles d'autonomie, sont symboles d'indépendance, mais comme vous l'avez relevé chez Norcis, il faut faire prendre conscience aux gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que te coûte ta voiture? Et c'est peut-être comme ça, les gens ne le savent pas. En fait, ce n'est pas qu'on ne le sait pas, c'est qu'on arrive à vite l'oublier. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Donc effectivement, il y a des messages très concrets. Au lieu de parler de changement climatique, d'ours polaire sur la banquise, qu'il n'y aura plus de banquise, donc il tombera à l'eau, peut-être parler effectivement de ce qui coûte la voiture. Et ça, vous l'avez très bien fait, ça c'est quelque chose qu'on fait dans d'autres dynamiques de changement de comportement, c'est-à-dire note tes dépenses. C'est parce qu'en fait la mémoire, il ne faut jamais faire confiance à sa mémoire, il faut toujours noter. Parce que sinon, ça arrange les choses. Donc, notez bien vos dépenses un jour et regarde, personne ne te l'a dit, c'est toi qui l'as noté. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est ce qu'on a vu chez Narcisse, effectivement, Voilà. et visiblement, ça fonctionne bien. Je demandais à la régie de bien vouloir rallumer la lumière dans la salle. Vous avez des questions, des commentaires, vous souhaitez en savoir plus. Alors, aussi bien auprès des représentants de nos deux entreprises qu'auprès de notre chercheur. Les micros sont à votre disposition. Je vous invite à lever la main si vous souhaitez intervenir. Alors, avons-nous une première question, premier commentaire? Si vous avez un désaccord ou un doute, oui, nous avons une première intervention. Le micro va vous arriver dans quelques instants. Je vous remercie de bien vouloir vous présenter. Vous pouvez aussi citer le nom de l'entreprise ou de l'organisme que vous représentez si vous le souhaitez. Il fonctionne, c'est magnifique et c'est à vous. Bonjour, Antonin Caillé. J'ai organisé moi dans mon entreprise plusieurs journées mobilité, semaines, mois, etc. Mais en fait j'ai toujours les mêmes personnes qui reviennent, qui sont sensibilisées et j'arrive pas à faire venir tout un public auquel j'ai pas accès en fait. Du coup je passe à côté d'une partie des collaborateurs. Frédéric Martinez. Il faudrait peut-être en savoir un peu plus sur votre entreprise. C'est quel genre de personnes vous avez pas? On vous a volé le micro. Revenez, si vous voulez bien. En fait, c'est pour meubler, mais en fait, les solutions ne sont pas miraculeuses, elles sont toujours adaptées au public. Donc c'est pour ça que je pose les questions, pas pour refaire, mais pour voir un peu, pour essayer de prendre en compte un petit peu mieux le contexte. Non, c'est une société dans l'énergie avec de l'ingénierie, des achats, des commerciaux, enfin vraiment des profils très très variés. Enfin, je ne sais pas trop comment vous... Est-ce que c'est des journées avec une compétition, un défi, ou c'est des journées... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette compétition, il faut avoir des journées, alors on va revenir là, où il y a des bénéfices concrets. C'est-à-dire qu'il faut que la journée ait un bénéfice concret. Ce n'est pas une journée pour la mobilité. Alors je ne dis pas qu'il faut mentir, mais il faut un peu cacher l'objectif en disant mais venez apprendre quelque chose ou venez gagner. On parlait d'incitation financière, alors ça peut être un repas gratuit pour faire venir les gens, ça peut être quelque chose comme ça. Après, si vous voulez voir des questions d'éthique, est-ce qu'il est louable de mentir pour des causes nobles? Mais bon, vous êtes prêts à tout, vous dites donc. les supermarchés t'attirent avec une carte de fidélité, t'attirent avec des conduits de pro. Il faut arriver à faire venir les gens, peut-être pour des motifs concrets, égocentriques, pour après avoir un discours
Donc peut-être cadrer la journée un peu différemment que sur la mobilité. Moi, j'ai eu l'impression, même en les invitant à des pique-niques cyclables, à des conférences assez ouvertes sur des thématiques plutôt larges, toujours de les acculer et en fait, il y a un rejet. Alors après, on a du mal à avoir l'accès en termes de communication. Vous savez, les boîtes mail sont pleines, les gens n'ont pas le temps et en fait, il y a tellement de communication sur tellement de sujets qu'en fait on finit par passer complètement à côté. Donc on a beau multiplier les écrans dans les salles de pause, les flyers sur le bureau à l'entrée, à un moment donné il y a trop d'infos et du coup les salariés se concentrent et finalement il y a un rejet des fois aussi sur ces thématiques, surtout sur ceux qui sont abonnés sur les sujets de mobilité à la voiture et qui, Rushing, c'est ceux les plus difficiles pour leur mettre la main dessus, quoi. Alors, Bénédicte Bongrand, vous avez peut-être une piste. Alors, je ne sais pas si c'est une piste, mais ça peut être intéressant aussi de partir des besoins des collaborateurs. Et peut-être que nous, on se dit, tiens, il y a plein de solutions, je vais mettre ça en place. On le fait aussi. Mais ça peut être intéressant aussi de partir de la base et de comprendre quels sont les besoins, quels sont les manques, faire un état des lieux, quels sont les usages aujourd'hui. Et pour ensuite proposer des solutions qui soient peut-être plus, qui répondent à un besoin, et aussi peut-être de faire organiser des choses par les collaborateurs pour qu'eux essayent de toucher leurs propres équipes. Et peut-être faire une journée sur la voiture. Prendre les choses à l'envers, non mais c'est pas une blague, prendre les gens, parce que là aussi c'est les identités sociales. On en parlait, c'est-à-dire que vous allez avoir les cyclistes contre les automobilistes, et cette identité sociale, après parler de leur voiture et après partir de ça, de regarder des conséquences concrètes, de prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire égocentrique, de parler aux gens comme ils sont. Pas leur dire venez être autre chose, venez comment vous êtes et nous parlerons de vous et puis de ce qu'on pourra faire après. Venez comprendre ce que vous coûte votre voiture. Venez comprendre, venez parler, voilà, venez comprendre ce que vous coûte votre voiture. Après, c'est un peu... On va pas le présenter comme ça, mais sur le fond, c'est la même chose. On a l'idée générale, encore, il nous manque la précision. Oui, on améliorera la communication après. Claire Camps, un mot ? En fait, ça rejoint ce que disait Bénédicte, c'est qu'effectivement, on a beaucoup appris en écoutant les collaborateurs. Je pense que c'est une étape indispensable, c'est finalement de voir aujourd'hui comment ils fonctionnent et quels seraient leurs besoins ou quels problèmes ils rencontrent aujourd'hui. C'est-à-dire que même un automobiliste, quand je disais tout à l'heure, il note 2,5 sur 5 son moyen de transport, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, c'est aller chercher, mais pourquoi 2,5 ? Qu'est-ce qui ne va pas et effectivement, comment vous aimeriez être à 4 sur vos déplacements domicile-travail, alors on va travailler sur ce qui fait que vous n'êtes pas content aujourd'hui et peut-être qu'il y a d'autres moyens pour demain être à 4,5. Voilà. Je termine sur une note optimiste. Il y a la comodalité qui a un petit peu fonctionné avec notamment les Brampton pliables qui peuvent se mettre dans le coffre. Ça, c'est quelque chose qui a un petit peu marché. Donc voilà, ça m'a donné accès à certains collaborateurs. Merci pour cette note optimiste. Alors, d'autres interventions, des questions ou des commentaires ? Les micros sont à votre disposition. Frédéric Martinez, j'ai une question sur les générations. Est-ce qu'il y a une différence de comportement selon qu'on a des collaborateurs plutôt moins de 35 ans ou plutôt plus de 50 ? On n'a pas beaucoup de données sur l'âge, mais je pense qu'effectivement, il y a des profils qui peuvent aider à la communication différemment. Faut pas négliger les personnes âgées sur l'attirance qu'a la voiture encore. On a des résultats d'un... Personnes âgées, vous les situez à plus de 50 ? Voilà. On n'est pas personnes âgées à 50 ans. Les personnes, non, je veux dire les personnes jeunes, non, j'allais dire, en plus je me suis trompé parce que Vous les personnes, je veux dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'image de la voiture dans les populations jeunes. Il y a des différences entre des métropoles, les zones rurales, les zones transdenses. Donc il faut aussi jouer sur cette image de la voiture. Et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour des personnes qui sont ancrées dans l'habitude. Donc plus le comportement est utilisé, plus il sera difficile de le faire changer. Donc plus il faudra de raisons égocentriques. C'est aussi comme ça. Claire Camps ? J'allais réagir sur les 50 ans, mais non, non je voulais réagir parce que c'est peut-être plus qu'un âge, c'est par rapport à un contexte de vie à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, les très jeunes, alors qui en plus se sont très investis, très sensibilisés au développement durable, effectivement, cette génération-là va nous pousser et ils n'ont pas encore d'enfants. Mais après, je vois, nous, notre moyenne d'âge qui est un peu plus
élevé que chez Norcis. On a des collaborateurs qui n'ont plus d'enfants à bas âge. Donc du coup, ils n'ont pas la contrainte que j'évoquais tout à l'heure du matin et du soir. Donc faut pas généraliser, c'est ça que je voulais dire. C'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on est attaché à sa voiture et, voilà, et vice-versa. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Claire, comme si vous aviez le micro, parlons un peu de vos projets, notamment sur le vélo. Qu'est-ce que vous avez prévu dans les temps qui viennent ? Alors, nos collaborateurs nous ont dit récemment, lâchez-nous un peu sur le vélo. Non, mais en fait, on en a fait beaucoup sur le vélo. C'est vrai qu'on a beaucoup priorisé nos actions. Je le disais tout à l'heure, le Biclou, les formations. On a fait des ateliers de réparation. Là, on a l'opération Goodwatt qui est en cours. On va continuer, hein, mais là, par exemple, on a fait un atelier récemment sur les nouvelles mobilités. Alors, qui a attiré, on était satisfaits. C'était une conférence qui a attiré plus de 50 personnes et qui était organisée par une société qui s'appelle Mobiprox, donc qui sensibilise à l'usage des nouveaux moyens de locomotion, hein, gyropodes, trottinettes, etc., mais sous l'angle vraiment de la sécurité. Et c'était très important qu'on ait cet angle-là, parce qu'il nous tient à cœur. Et c'est vrai que pour des collaborateurs qui diraient, bah, tiens, dans l'idée du multimodalité, où je commencerai mon trajet en transport en commun, ou en train, voilà, ça peut être intéressant pour aller jusqu'à la Maison de l'Innovation. Donc ça, c'est un sujet qu'on a envie d'approfondir en complément du vélo, bien sûr, et de continuer aussi sur l'ensemble des autres moyens de locomotion. Bénédicte Bangrand, chez Norcis, vos projets à venir ? Nous, on a retravaillé le plan de mobilité dernièrement. Il y a eu une évolution législative qui demande à ce que ce soit retravaillé. Et donc, un webinaire pour resensibiliser tout le monde sur les transports en commun, le vélo. Voilà, et je voulais juste terminer sur le fait que le mieux est l'ennemi du bien et faire les choses petit à petit. Voilà, c'est bien, et ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain, sinon on risque de plus freiner et d'être insatisfait. Voilà. Donc, n'allons pas vers l'insatisfaction, bien au contraire. Et puis tout cela se fait naturellement en partenariat avec la Sémitane, avec Nantes Métropole, qui sont évidemment des acteurs essentiels dans toutes vos démarches. Oui, exactement, notamment le PAC Mobilité et les dirigeants responsables de l'Ouest qui sont un super réseau voilà, pour s'inspirer sur des bonnes pratiques. Ce qui est le cas aussi pour la Poste, naturellement. Oui, de s'appuyer sur le réseau, comme je le disais tout à l'heure, et de faire confiance aux collaborateurs pour qu'au final, ils choisissent voilà, la mobilité qui lui convient le mieux. Frédéric Martinez, un mot justement sur cette dynamique partenariale que vous avez pu découvrir à cette occasion ? Ah ben, je suis assez bluffé de cette dynamique, je trouve, et d'ailleurs je voudrais même en participer. Donc nous aussi, en tant que chercheurs, on a des théories, on a des processus, et on est aussi au service, à votre service, pour les mettre en place, pour tester des communications dans vos entreprises. Ou voilà. Donc les laboratoires changent autant de noms que les partis politiques, donc c'est plus DSCM, mais c'est MODIS. Mobilité durable, individu et société. Voilà, si vous avez mes coordonnées, si vous voulez avoir des associations pour qu'on puisse effectivement créer peut-être des plans de communication ou regarder avec vous, voir si mettre en pratique nos théories et nos leviers, ça c'est avec grand plaisir. Eh bien, j'invite Bruno Benzio de Nantes Métropole à nous rejoindre. Nantes Métropole qui a donc porté avec la Sémitane l'organisation de ces rendez-vous pro de la mobilité. Bruno, je vous en prie, prenez un micro, je vous donne le comme vous voulez, ou vous allez au pupitre, c'est comme vous le souhaitez. Oui, un petit mot pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce rendez-vous. Depuis le début d'après-midi, nos témoins avec lesquels on travaille, on a plaisir à travailler le plus souvent possible, les équipes de la Sémitane, parce que c'était une grande première aujourd'hui, ça s'est super bien passé, voilà, il faut savoir le dire. Il y a toujours les petits impondérables, mais finalement il y en a eu très peu, donc on est très content de cette journée. On donnera des suites à cette journée, j'ai aucun doute, hein. Frédéric en a parlé sur la question de comment est-ce qu'on peut aller concrètement vous accompagner sur cette conduite au changement, et je crois que ce sujet, on est loin d'avoir fait le tour, et on aura l'occasion de le réaborder avec vous aussi souvent qu'il le faudra pour avancer. Voilà, donc un grand merci à tout le monde, aux partenaires, à tous ceux qui sont mobilisés, qui ont répondu présent. Tout le monde était là.
Et ça, c'est une grande satisfaction. Voilà, merci tout le monde. Et puis les villages sont ouverts jusqu'à 17h30. Voilà, il nous reste, Donc, voilà, il vous reste, si vous avez manqué quelques stands, je pense qu'il y en aura encore quelques-uns d'ouverts. Donc n'hésitez pas à profiter de ça et puis d'optimiser votre après-midi. merci à toutes et à tous et merci à nos intervenants.